Merci et merci d'être avec nous sur Médian TV. Bienvenue dans Talk Africa Press. Au menu de ce nouveau numéro, la visite de 4 jours du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en Centrafrique. Visite qu'il y entame à partir de ce mardi, alors que le pays est en proie à une nouvelle spirale de violence qui a fait des centaines de morts. Dans ce numéro de Talk Africa Press, nous allons également revenir sur une autre question d'actualité relative à la visite des ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU au poste de commandement de la force antiterroriste du G5 Sahel à Sévéral au Mali, visite à l'occasion de laquelle les ambassadeurs ont dit toute leur impatience quant au signataire de l'accord de paix au Mali en 2015 dans le cadre du retard de sa mise en application. Pour en parler, nous sommes sur ce plateau avec Pathé Mbodj, journaliste sociologue. Pathé, bonjour. Bonjour M. Diallo, et merci pour le plaisir que vous me donnez de retrouver mon vieil ami Serigne Hassan. Alors, Hassan Samb, journaliste, directeur de publication de Réumi Quotidien. Bonjour Hassan. Bonjour Ablaye, et bonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour à mon doyen que je retrouve aussi. Voilà. Antonio Guterres, nous le disions tantôt, en visite de 4 jours en Centrafrique, au moment où le pays s'enfonce dans une nouvelle spirale de violence qui a fait des centaines de morts. Nous dit-on, Antonio Guterres est en Centrafrique pour alerter sur un drame et une crise oubliée. Alors, Pathé Mbodj, cette visite d'Antonio Guterres dans ce pays qui continue de s'enfoncer dans une nouvelle spirale de violence vous inspire quel commentaire? Vous savez, l'Occident a un gros problème dans son approche de l'Afrique, de manière générale. Et je pense qu'après le départ de Bozizé, la communauté internationale n'a pas pris le temps de réfléchir à la société centrafricaine pour en comprendre les mécanismes secrets. De manière moins dramatique, nous avons la même situation, par exemple, en Côte d'Ivoire, où depuis 2011, nous sommes dans une situation de ni guerre, ni paix. Le départ de Bozizé aurait dû amener à une réflexion beaucoup plus poussée sur la société centrafricaine. Comment un président né de parents chrétiens et musulmans a pu, de 1993 à 2008 à peu près, maintenir un pays en équilibre. Ce président parti, on s'est retrouvé dans une situation beaucoup plus chaotique que la Centrafrique n'a jamais connue, même sous Bokassa. Je pense que l'ONU et les institutions internationales ont manqué de vigilance et de réflexion, et la France, pour ne pas la nommer, a accentué la crise en faisant élire un président pour aussitôt le rejeter quand Hollande dit qu'il faut absolument se débarrasser d'un président qui ne peut rien faire à une situation donnée. Cette guerre de religion en Centrafrique, intervenue dans un moment de conflit généralisé, aurait dû amener, au-delà du président déchu, à reconsidérer la situation générale pour mieux amener les gens dans une sorte de réconciliation comme on a fait en Afrique du Sud, de tribune de réconciliation en vérité, qui ne s'est malheureusement pas tenue et que la Côte d'Ivoire demande d'ailleurs, et qui risque aussi de coûter cher à cette partie de l'Afrique. Alors, Hassan Samb, Antonio Guterres, sa première visite a une mission de maintien de la paix depuis sa prise de fonction, visite qu'il y effectue, comme l'a rappelé tantôt, en Centrafrique. La situation à laquelle nous assistons aujourd'hui est que les casques bleus sont de plus en plus critiqués par rapport à leur manque d'efficacité sur le terrain à protéger les civils comme le recommande ou comme le commande leur mission. Aujourd'hui, à vos yeux, ces critiques sont-elles fondées? Merci Ablaye, merci de votre invitation. Je pense que les critiques sont quand même parfois trop faciles. Hein. Nous avons un contexte très compliqué, il faut le dire. La présence de Guterres sera un signal fort de la détermination de la communauté internationale à essayer de travailler
à trouver des solutions à la crise, une crise profonde, parce que la guerre, elle est asymétrique. Ce n'est pas une guerre classique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les casques bleus, là-bas, que ce soit les gendarmes marocains, du Bengalais ou autres, les policiers rwandais, sont confrontés à une situation de fait qui fait qu'en face, ils n'ont pas forcément des militaires. C'est des civils qui se fondent facilement dans la masse. Et si vous voulez les exterminer tous, il faudra également tuer beaucoup de civils. Et c'est une guerre asymétrique, particulièrement compliquée, parce que les milices, même les milices, les anti-Balaka dont on parle, qui sont d'ailleurs dans la zone aujourd'hui visée, parce que dans la zone Est, les villes d'Est, là où va se rendre certainement si le climat le permet, Bangassou, c'est ça, voilà. Là-bas, c'est extrêmement compliqué, parce que les milices sont positionnés, on dit milice chrétienne, mais c'est plus compliqué que ça. Ce n'est pas forcément toujours chrétien, parce que les anti-Balaka ne sont pas toujours forcément chrétiens. Et il y a une confusion telle qu'il est très difficile pour des soldats avec une formation classique de militaires qui n'ont pas forcément une formation de maintien de l'ordre, d'essayer de travailler à trouver des solutions immédiates à cela. Les soldats français, avec l'opération Sangaris, n'ont pas forcément réussi. Donc, il est très compliqué de trouver immédiatement des solutions. Il est évident que le conflit est très compliqué. Il y a des soubassements politiques. Ça a été entretenu depuis très longtemps par la confusion politique dans ce pays-là, qui, c'est vrai que c'est le centre de l'Afrique, mais ce pays centralise toutes les contradictions de l'Afrique. C'est très, très, très compliqué. Depuis David Dacko jusqu'à présent, jusqu'à la présidente de transition, Catherine Samba Panza, eh bien, la situation ne cesse de se compliquer. Et aujourd'hui, selon beaucoup d'experts, plus de 80% du territoire sont détenus par des milices armées, tout ça, des groupes armés. Et là, c'est très compliqué pour les Nations Unies de maintenir immédiatement la paix dans un pays pareil, sans véritablement s'attaquer aux causes profondes du conflit, qui sont entretenues par des chefs politiques qui sont aujourd'hui en complicité avec des chefs de guerre qui travaillent chacun à essayer de se positionner. Et ça, c'est ce qui rend la situation particulièrement difficile. On ne sait pas qui est qui et où il se positionne par rapport au conflit central. Du coup, c'est très compliqué. Je pense qu'il faudra laisser du temps aux Nations Unies d'en comprendre les soubassements, essayer aussi de trouver d'autres solutions que militaires par rapport à ce conflit-là. Maintenant, il faut un maintien de la paix, c'est vrai. Il ne faut pas laisser tuer les gens qui sont regroupés à Bangassou au sein de l'Église. Il ne faut pas les laisser tuer. Il ne faut pas que les groupes armés continuent à s'acharner sur des civils désarmés. Je pense qu'il faut maintenir la paix, mais aussi essayer de travailler à trouver des solutions beaucoup plus profondes. Alors, dans vos propos liminaires, Patembo, vous avez évoqué un autre paramètre qui entre en jeu, le facteur religieux. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui sont en train, ou les protagonistes, ne prétextent pas la religion pour justifier les actes qu'ils sont en train de poser? Est-ce que ce ne sont pas les politiques qui instrumentalisent d'une autre façon la religion pour justifier les actes qu'ils sont en train de poser quotidiennement sur le terrain? Je pense qu'il faut une approche moins politique, moins militaire qu'anthropologique et sociologique. Nous sommes dans une situation, dans un pays de guerre qui n'a connu que la guerre jusqu'à Bozizé. Bozizé est arrivé dans les chars, comme disait Senghor en 70, et a pu imposer au moins un semblant d'équilibre dans ce pays-là jusqu'en 2009-2010 à peu près. La situation a commencé à dégénérer. Et jusque-là, il n'y avait pas de milice. Il n'y avait pas de guerre de religion. Comment, après avoir enlevé Bozizé, nous en sommes arrivés à cette guerre de religion? Comment, après avoir assassiné Kadhafi, on en est arrivé à la situation actuelle en Libye, où on tue aussi autant, sinon plus, qu'en République centrafricaine, et on vend les gens en esclavage. C'est-à-dire, il y a une politique internationale de déstructuration, de chaos destructeur, qui va de l'Algérie à tout le reste de l'Afrique, en tout cas jusqu'en Afrique centrale, puisque le Sud s'est libéré de son joug anti-apartheid. Et ce sont ces gens qui ont pris prétexte d'un printemps arabe pour liquider
ce qu'ils veulent. Ce sont ces gens qui ont pris prétexte d'une certaine situation en Syrie pour armer des gens, parce qu'au fond, ces milices, elles sont armées. Ces milices, elles sont nourries. Ces individus qui tuent, ils sont entretenus. D'où leur vient cette fortune, d'où leur vient cet armement, d'où leur vient cette stratégie de terreur qu'ils imposent au pays. Je pense que c'est la base d'analyse et d'approche qu'il faudrait adopter pour imposer une paix. Comment l'imposer? C'est la question à laquelle tout le monde cherche à trouver des réponses. Vous savez, l'imposer, c'est très facile. Aujourd'hui, dans toutes les situations de conflit, d'irrédentisme religieux, il est sûr que ces individus vivent leur dernier moment. C'est comme Daesh, comme l'EI et autres. Et comment les États-Unis peuvent-ils intervenir dans un conflit pour imposer la paix? Comment la Russie peut intervenir en Syrie où, après 5 ans, l'Occident a armé des gens pour liquider Assad, qui ne sont pas parvenus, et comment la Russie est en train de maintenir un certain équilibre, comment aujourd'hui la paix se profile en Irak et pas en Afrique. Ça veut dire qu'il y a des moyens qui ont été mis. Les États-Unis sont quelque part, la Grande-Bretagne est quelque part, et pas sous mandat de l'ONU. Il y a donc des approches différenciées qui permettent plus ou moins des solutions. Je pense que cette approche, il faudrait aussi essayer de voir qu'est-ce qu'elle pourrait donner pour la Centrafrique. Alors, Hassan, c'est vrai, la Centrafrique plutôt est membre d'une organisation régionale, la Communauté économique de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour juguler cette crise qui continue de se vivre dans cette partie de l'Afrique? Merci Ablaye. Je pense que là, il faut bien comprendre une chose. C'est que la plupart des gens, des musulmans en Centrafrique sont pratiquement originaires du Tchad. Il ne faut pas oublier une donne qui est importante. C'est que véritablement, il y a une implication étrangère très poussée. Les milices, les doyens l'a dit tout à l'heure, sont entretenus, mais par qui? On sait très bien que le Tchad intervient auprès de certains groupes armés et les encadre, les pousse. Il y a aussi le Soudan du Sud qui arme en véhicules, en dotation, en munitions. Mais si vous prenez les pauvres jeunes, excusez-moi du terme, de nos quartiers africains, mais n'ont pas le moyen de faire la guerre avec des armes, c'est que quelque part derrière, eh bien, il y a des gens bien structurés, et souvent des États. On ne le dit pas assez. Les enjeux sont plutôt politiques. Sont géopolitiques. C'est vrai, il y a l'aspect religieux qui est intéressant, mais l'aspect géostratégique il est important. Parce que le Tchad a un œil sur la région frontalière avec la Centrafrique qui a du pétrole. Le Tchad a un œil sur ça. Il y a aussi l'aspect lié au fait que les musulmans centrafricains, beaucoup de ces musulmans sont originaires au sud du Tchad. Et le Soudan influe aussi. Donc les Séléka sont nés comme ça. Aujourd'hui, ils ont créé, ça a abouti à la naissance des anti-Balaka, parce que les gens, il fallait réagir aussi. Donc quelque part, parce que les chrétiens sont à 80% majoritaires en Centrafrique. Aujourd'hui, si les Séléka naissent, avec ce que l'on sait, l'appui étranger du Tchad, l'appui du Soudan, et quelque part, ça aboutit à une situation de guerre de religion qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Je sais que l'OCI, l'organisation de la conférence islamique, a mandaté le docteur Cheikh Tidiane Gadio, ça beaucoup de gens ne le savent pas, pour essayer de faire de la médiation. Et Gadio allait souvent au Tchad voilà, pour rencontrer aussi certains leaders sud-africains, centrafricains, là-bas au Tchad. Donc quelque part, je pense que si on arrive à régler, à neutraliser cette influence étrangère négative, je pense au Tchad, je pense au Soudan, je pense même, parce que les mercenaires, les Séléka étaient composés de mercenaires venus du Tchad, de mercenaires venus du Soudan et de certains d'autres pays. Donc je pense que si on règle toutes ces questions-là, cette influence négative étrangère, et essayer de couper les vivres à ces milices-là, on pourra mettre en place un dispositif de sanctions tel que non seulement les gens pourraient être maîtrisés sur le plan militaire, mais sanctionnés sur le plan judiciaire. C'est seulement à ce niveau-là qu'on pourra les pousser
pousser certains comme Bozizé, parce que Bozizé est derrière aussi certains groupes anti-Balaka. On connaît son neveu qui est derrière une des factions. Donc, pousser ces chefs militaires à aller, ces chefs politiques, ces responsables politiques, à aller vers la table de négociation sérieusement, parce qu'ils n'auront plus de vivres. Il faut leur couper les vivres. Et je pense qu'il faut travailler dans ce sens-là, mais tant qu'on laisse faire les pays comme le Tchad, le Soudan, l'influence de Bozizé, deux autres, et tant qu'on laisse ces gens s'organiser, eh bien, avoir des appuis sur le plan international et revenir pour essayer de lutter en interne, je pense qu'on ne trouvera pas de solution, et c'est les populations civiles qui vont en partir. Alors, Patembo, c'est vrai qu'Antonio Guterres n'est pas un terrain inconnu. Pourquoi? Parce que simplement, il a été secrétaire général du Haut Conseil des réfugiés des Nations Unies. Il connaît bien le pays pour y avoir donc effectué une mission. Et sa première visite en tant que secrétaire général des Nations Unies. Aujourd'hui, quelle serait la plus-value de cette visite de Guterres dans cette partie de l'Afrique dans le cadre du processus de recherche de paix définitive? Moi, j'ai toujours quelques petits problèmes. Quand le secrétaire général de l'ONU se déplace, on pense que le problème est assez sérieux et que la solution est à vue d'œil. Amener des soldats dans un pays pour s'interposer, comme le fait le Sénégal. Par exemple, le Sénégal le faisait depuis le Liban, la FUNUL, et on continue à se tirer au Liban. On a des forces d'interposition et d'intervention, même parfois, pour imposer la paix, mais tant qu'on n'a pas la solution politique, tant qu'on n'a pas la solution sociale d'une unité d'un pays, d'un ensemble, la solution qui s'appelle... politique, vous faites allusion à quelle? La solution politique, Hassan vous a dit tout à l'heure, quelles sont les racines possibles qu'on pourrait couper à partir du Soudan, à partir du Tchad. Parce que si ce sont des minorités religieuses qui nécessitent une intervention de pays qui sont eux-mêmes en guerre, et c'est ça le paradoxe, le Tchad ne peut pas se permettre de soutenir des milices dans un pays étranger. Le Tchad, se prenant pour le renard du désert, veut imposer la paix partout dans ce Sahel, parce que je pense que le deuxième thème nous permettra un peu sur la sécurité au Sahel d'y revenir. Le Soudan, disloqué, comme la Somalie, qui se permet aussi d'entretenir une milice en Centrafrique, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Le Soudan ne peut pas entretenir une milice. Il y a derrière le Soudan une puissance étrangère qui agit. Il y a derrière le Tchad en guerre, en perpétuelle guerre contre lui-même à l'intérieur et pour les autres à l'extérieur, dans la zone soudano-sahélienne, d'autres puissances qui interviennent. Et on vous dit que parfois, par exemple, on prend un avion rempli d'armement qui venait de quelque part pour les opposants, pour les milices ou pour les irrédentistes. Ça veut dire donc que personne, au fond, ne veut qu'il y ait la paix. Alors, la transition est toute trouvée, comme l'a suggéré toi et Patembo. L'actualité en Afrique cette semaine, c'est également la visite des ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU au poste de commandement de la force antiterroriste du G5 Sahel à Sévéral, c'est bien sûr au Mali, visite au cours de laquelle les ambassadeurs ont dit toute leur impatience quant à l'application des accords, de l'accord de paix signé au Mali, c'était en 2015. Alors, avant d'aller dans le vif de ce sujet d'actualité évoqué tout à l'heure, nous allons d'abord regarder cet élément de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko. Les 15 ambassadeurs des pays siégeant au sein du Conseil de sécurité de l'ONU ont entamé une visite dans les pays membres du G5 Sahel, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Après la Mauritanie, ils étaient à Bamako au Mali où ils ont rencontré le gouvernement malien et les groupes armés. Les échanges ont porté sur la mise en œuvre rapide de l'accord pour la paix signé en 2015 entre le gouvernement et les groupes armés, que sont la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme. La mise en œuvre de l'accord de paix au Mali aussi est fondamentale, non seulement pour le pays, pour le Mali lui-même, mais pour toute la région sahélienne. Le Conseil de sécurité appuie pleinement l'accord et il faut souhaiter des progrès rapides à cet égard. Les différentes parties, après avoir écouté les ambassadeurs, ont convenu de l'urgence de la mise en œuvre de l'accord afin de constituer une armée forte et capable de lutter contre le terrorisme dans le Sahel.
le gouvernement pense que le peuple veut de l'accord et nous allons exécuter l'accord qui a été signé parce que le peuple en veut. Et les partis maliens ont posé les problèmes, ils ont posé leurs difficultés et ils ont pris un engagement qu'ils vont travailler ensemble pour la mise en œuvre, disons, de l'accord. Cette tournée, qui rentre dans le cadre du renforcement de la force conjointe du G5 Sahel, s'est rendue à Sévaré, quartier général de la force du G5 Sahel. Pour le financement de la force, il est prévu le 30 octobre une réunion ministérielle à l'ONU et une conférence des donateurs le 16 décembre prochain à Bruxelles. La force conjointe antiterroriste du G5 Sahel, sa mise en place, l'opérationnalisation de cette force, Hassan, vous inspire quelle réflexion? Ben, Abla, je serais un peu méchant. Le G5, c'est un machin de plus, tout court, et je vais m'expliquer. Déjà, il y a un problème de financement. Il l'a dit tout à l'heure dans le reportage. Ils ont besoin de 400 millions d'euros. 400 millions d'euros. Et chaque pays va donner 10, quelques 10 millions d'euros, etc. Et l'Union européenne a promis combien? 50 millions d'euros. Il y a un déficit criard. L'opérationnalisation à ce niveau déjà pose problème au niveau du financement. Ce n'est pas les pays africains qui vont le faire. Les Américains et les Anglais ne sont pas pour. Il faut être clair. Ils ne sont pas pour. Les Américains sont en train d'appuyer le Niger. Mais avec le G5, ce n'est pas leur affaire, leur tasse de thé. Il faut être clair à ce niveau-là. Donc les anglo-saxons bloquent le projet. L'autre aspect important, il est africain. Quand vous mettez ensemble ces armées de ces pays-là, il y a un problème de commandement opérationnel. Il y a un commandement de lourdeur de la démarche administrative. Il y a un problème de maîtrise des frontières. C'est énorme entre déjà, on parle des 3 frontières, entre le Burkina, le Niger, le Mali. C'est vaste, avec des frontières poreuses et tout ça. Et puis ils excluent certains pays comme le Sénégal, qui sont de facto, font partie effectivement du Sahel. Et pour quelle raison, on ne sait pas trop. Et quelque part, donc, on est en train de montrer à l'ennemi, qui sont les terroristes, qu'on est divisé déjà. Il y a un problème de susceptibilité, parce que le Tchad, le doyen Mbodj l'a dit tout à l'heure, veut imposer un leadership sous-régional. Et quand le Sénégal est là, ça dérange un peu. Donc vous voyez, il y a une susceptibilité qui est là, un problème d'opération, un problème de moyens financiers, un problème de matériel, un problème de commandement. Et en plus maintenant, en face, il y a quoi? L'ennemi, il est invisible. Nous n'avons pas une guerre classique, nous avons une guerre asymétrique. Vous mettez une armée, mais pourquoi faire? Pour faire la guerre avec qui? Aujourd'hui, lorsque vous nous parlez des ambassadeurs au Mali, ils nous parlent tout de suite de l'application de l'accord de paix. Mais ça ne concerne pas le G5. Le G5 n'est pas politique, il est économique et militaire. Véritablement, je pense qu'il y a un problème. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais un peu méchant en parlant de machin. Je pense que ça risque de ne pas tourner aussi. Alors, Pathé Mbodj, au Mali, avec cette force conjointe du G5 Sahel, ça l'a rappelé, pourtant la France qui soutient cette initiative interétatique a laissé entendre, son président, par la voix de son président, a laissé entendre que l'opérationnalisation de cette force conjointe du G5 Sahel et les Nations Unies devrait être synonyme de début de relations entre troupes de l'ONU et troupes africaines et l'ONU. Un modèle de coopération, non? Écoutez, le sommet au Sénégal en novembre sur la paix et la sécurité risque de ne pas se tenir parce que Macron ne viendra pas. Ah oui? Macron ne sera pas là, en tout cas en novembre, pendant ce sommet. Et aujourd'hui, il est question on se pose des questions sur la tenue ou pas de ce sommet. Parce que ce sommet se tient pratiquement tous les ans et ça n'a encore rien donné. Macron est arrivé au pouvoir, il est allé à Ségou, il a convoqué le président malien. On ne peut pas collaborer quand on n'a pas le sens de l'équité, de l'équilibre, de l'égalité. Il y a un certain déséquilibre. Hassan vous a donné la composition probable du budget de fonctionnement du G5. 423 millions d'euros. Les participations, sauf celle de l'Afrique. Et il faut aller chercher le reste, le sommet des bailleurs de fonds qui va se tenir aux Nations Unies. 300 millions. 300 millions, c'est-à-dire l'essentiel. Comment voulez-vous maintenir la paix au Sahel
quand vous n'avez pas les moyens et que personne ne vous en donne les moyens. Nous sommes presque arrivés au terme de cette émission qui recevait Pathé Mbodj, journaliste sociologue, avec nous également sur ce plateau Hassan Samb, directeur de publication de Rewmi Quotidien. Merci également à vous d'avoir été des nôtres et grand merci aux équipes rédactionnelles et techniques. Le rendez-vous est pris pour un autre numéro, sera à la semaine prochaine.